Bien, il est 14 heures. Il est 14 heures. Bon, miracle du distanciel, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, il y a beaucoup plus d'avocats que l'an dernier, je ne connais pas le nombre exact, et vous êtes 818 experts inscrits. Donc, merci à tous. La première allocution de ce 12e colloque CNB-CNCEJ va être prononcée par un magistrat, tradition, qui a beaucoup travaillé avec nous. Il y a un an encore, il faisait partie du groupe de préparation du colloque. Et il nous revient aujourd'hui en tant que président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, représentant Monsieur le Premier Président retenu par ailleurs, une promotion que tous ici, tous, et ceux qui sont derrière leurs écrans, et même d'autres, savent mériter et saluent. Si vous le voulez bien, Monsieur le Président, Monsieur Vincent Vigneault. Merci, cher Jean-François, pour ces paroles qui me touchent beaucoup au fond du cœur. Je souhaitais d'abord, alors, Monsieur le Premier Avocat Général, cher Dominique, Madame la Bâtonnière, chère Marie-Aimée, Mesdames et Messieurs, au nom du Premier Président de la Cour de cassation, je vais vous remercier d'avoir proposé à la Cour de cassation d'ouvrir ce colloque traditionnel organisé par le CNB et la compagnie nationale le Conseil national des compagnies d'experts, dont j'avais eu le plaisir de faire la synthèse. Effectivement, vous l'avez rappelé la dernière fois, et maintenant je fais l'ouverture. Ce thème, le colloque, vous avez choisi, c'est un très beau thème: avocat, expert de partie, duel ou duo. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Après les duels judiciaires, les ordalies puis la torture, le recours à l'expert est, pour nous, les hommes de loi, la meilleure des preuves par nature. Dans le prétoire, pour faire mouche, la science au secours du droit, à la fin du procès, elle touche. Pour paraphraser une célèbre série policière américaine, je dirais que dans le système judiciaire français, il y a deux groupes distincts d'auxiliaires justice, mais d'égale importance. Les avocats, qui sont des professionnels du droit, qui conseillent et représentent leurs clients dans les procédures judiciaires et les négociations, et les experts, qui sont des professionnels ayant une compétence technique particulière dans un domaine technique. Ces deux catégories d'auxiliaires de justice sont souvent appelées à travailler ensemble, et bien que leur rôle et leurs responsabilités soient très différents, ils sont souvent complémentaires et leur collaboration peut être particulièrement bénéfique. Les avocats, comme les juges et les procureurs, ont une connaissance approfondie du système juridique et des procédures judiciaires. Ils ont été formés pour développer des raisonnements juridiques partant d'un fait pour aboutir à un résultat en mettant en œuvre une règle de droit, ce que nous appelons à la Cour un moyen. Mais les uns comme les autres peuvent régulièrement être confrontés à des difficultés d'ordre technique ou scientifique qu'ils ne peuvent résoudre seuls sans le soutien de techniciens chargés de les éclairer sur ces questions de pur fait. C'est ainsi que les juges sont amenés à recourir à des experts judiciaires lorsqu'ils sont confrontés à de telles situations. Parallèlement à l'expertise judiciaire, s'est développée de façon prétorienne la pratique consistant pour les parties à se faire assister de leurs propres techniciens, qu'on appelle justement l'expert de partie. Il y est souvent recouru à la demande des compagnies d'assurance afin d'établir les responsabilités, évaluer les préjudices consécutifs à un dommage à un but transactionnel. Une partie peut aussi avoir intérêt à y recourir avant d'introduire un procès afin d'en évaluer les chances de succès et l'assister au cours de l'instance pour répondre aux questions techniques qui peuvent survenir. Tel le héros d'Edmond Rostand, qui aide son ami à trouver les phrases pour séduire Roxane, l'expert de partie aide l'avocat à construire une argumentation technique qui convaincra le juge. Cet expert peut donc intervenir à la fois avant tout procès pour conseiller l'avocat dans la préparation de sa procédure, l'assister dans les négociations en vue du règlement amiable du litige, mais aussi au cours des opérations d'expertise judiciaire, que celles-ci soient ordonnées sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ou avant dire droit, ou l'assister dans la rédaction des conclusions. Enfin, l'expert de partie peut rédiger un rapport
destiné à être produit devant un juge pour soutenir une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145, à l'appui d'une prétention exprimée devant le juge du fond ou pour contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et obtenir, le cas échéant, une contre-expertise. S'agissant de ce dernier aspect, le rôle de l'expert de partie est très proche de celui de l'expert judiciaire. Exprimer un avis destiné à éclairer le juge sur une question technique déterminante pour la résolution du litige. Mais à la différence de l'expertise judiciaire qui est réalisée à la demande d'un juge et dans les conditions fixées aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, l'expertise de partie, qu'on appelle aussi l'expertise amiable ou officieuse, n'est soumise à aucune règle légale spécifique. N'étant pas désigné par un juge, il n'est pas soumis aux règles énoncées par le Code de procédure civile. L'expert de partie n'est donc pas tenu de procéder de façon contradictoire en appelant les parties à ces opérations et ne rend compte qu'à ses mandants. Il n'est pas non plus tenu de répondre aux mêmes exigences d'impartialité que celles attendues d'un expert judiciaire. Une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation considère que ce procédé, s'il n'a pas de valeur d'expertise judiciaire, peut néanmoins valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et même si l'expertise n'a pas été réalisée contradictoirement. Si les conclusions d'experts amiables ne lient pas la juridiction, celle-ci peut y puiser des renseignements, mais à la condition qu'il ait veillé à ce que le principe de la contradiction soit respecté. Et c'est dans un arrêt important de la Chambre mixte du 28 mars 2012, la Cour de cassation a précisé que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur un tel rapport. Autrement dit, et à contrario, l'expertise amiable, l'expertise de partie, peut servir de preuve, mais à condition d'être corroborée par une autre pièce du dossier. Cette jurisprudence a été suivie de façon constante par les chambres civiles de la Cour. Elle s'applique même lorsque le rapport d'expertise a été élaboré en présence des deux parties dans la cause. On comprend sans peine les raisons pratiques qui ont conduit la Chambre mixte à adopter cette position en demi-teinte. D'un côté, et contrairement à ce qui est prévu pour les actes juridiques qui, lorsque leur valeur dépasse 1 500 €, doit être prouvée par un écrit, la preuve des faits est libre. Il peut donc se faire par tout moyen, et on ne voit pas pourquoi on devrait, en ce domaine, se priver d'un rapport rédigé par un expert consulté par l'une des parties. Comme le souligne la Cour, les juges du fond peuvent juger qu'une preuve est rapportée par la seule production établie par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve, dès lors que l'objet de la preuve porte sur un fait, non sur un acte. Les tribunaux ont en conséquence pris l'habitude de se fonder sur toutes sortes d'éléments qui peuvent être produits par les parties. Il peut s'agir d'attestations, de procès-verbaux, de constats dressés par des huissiers de justice, de documentation technique, bref, de tout document, de toute nature, qui présente toute la caractéristique de ne pas avoir été établi contradictoirement. Il aurait été, dès lors, paradoxal d'admettre la recevabilité des éléments de preuve et de refuser des expertises amiables au seul motif qu'elles n'ont pas été réalisées contradictoirement, alors que pour la plupart d'entre elles, elles sont effectuées par des experts, par ailleurs inscrits sur des listes d'experts judiciaires, dans des conditions qui en garantissent la fiabilité. Il eût été donc logique que la recevabilité de ces expertises fût admise comme tout autre élément de preuve destiné à démontrer la réalité d'un fait. Pour autant, on comprend aussi que la Chambre mixte n'ait pas voulu élever l'expertise amiable au même rang que l'expertise judiciaire, qui est conduite par un expert choisi par une juridiction dans des conditions qui en garantissent son impartialité et qui réalise ces opérations sous le contrôle d'un juge dans le respect du principe de la contradiction. C'est sans doute pour établir une sorte de hiérarchie entre ces différentes catégories d'expertise que la Cour de cassation a limité le recours à ces expertises aux seules hypothèses où elles sont corroborées par un autre élément du dossier. Autrement dit, l'expertise de partie peut certes constituer un élément de preuve, mais il ne s'agit que d'une expertise de second ordre, d'une valeur nécessairement inférieure à celle d'une expertise judiciaire, bref, d'une demi-preuve qui doit être complétée par un autre élément. Mais s'il est certain que avocats et experts de partie travaillent en étroite collaboration pour aider les clients des premiers à atteindre leurs objectifs, peut-on pour autant affirmer sans risque de commettre un contresens qu'ils travaillent en duo? Le rôle de l'avocat est avant tout de servir les intérêts de son client, de développer une argumentation de nature à lui permettre de faire triompher sa cause. Pour autant, cette cause n'est pas toujours la bonne et l'avocat peut être conduit à soumettre au juge des informations incomplètes, tronquées ou erronées produites par son client, même si, il faut le rappeler, l'article 21.4.4 du règlement intérieur national de la profession
d'avocats dispose en particulier qu'à aucun moment l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à induire en erreur. Bref, si l'avocat est libre d'assurer sa défense de ses clients, comme il l'entend, il ne peut cependant mentir délibérément. Mais vous le savez, il n'existe pas en droit français, et contrairement à des droits étrangers, notamment en common law, une obligation de vérité à la charge des parties qui leur imposerait de révéler spontanément tous les éléments en leur possession, même ceux qui leur seraient défavorables. Autrement dit, les parties ne sont pas tenues de révéler spontanément la vérité. Il leur est reconnu en quelque sorte un droit à la dissimulation. Cette règle, qui peut paraître étonnante dans un pays où on cultive la passion de la vérité, montre que la vérité judiciaire n'est pas une vérité absolue. Elle n'est que le fruit d'une révélation. Elle n'est pas le fruit d'une révélation, mais celui d'une reconstruction. Mais ce qui est admis de la part d'une partie peut-il l'être d'un expert, fût-il le parti? C'est là qu'on vient au cœur du sujet qui nous préoccupe et qui va vous occuper cet après-midi. Le devoir de bonne foi et de loyauté de cet acteur si particulier au procès qu'est l'expert de partie. On associe spontanément science et vérité. Quand des vérités établies par une science selon un protocole précis et rigoureux sont contestées au nom de l'opinion d'un préjugé, on sait bien sûr que la vérité doit se trouver du côté de la science. Pourquoi? Parce que les vérités établies par la science font l'unanimité et parce qu'elles font preuve. Pour sa part, l'expert de partie, quel qu'il soit, est tenu par la démonstration d'une vérité technique, et plus particulièrement lorsque cet expert de partie est par ailleurs inscrit sur une liste d'experts. Il doit accomplir dans ce cas sa mission en respectant les règles de déontologie qui s'imposent à ces derniers, ce qui parfois peut entrer en contradiction forte avec la stratégie de l'avocat. Ainsi peut s'élever à tout moment une tension entre l'obligation pour l'avocat de fournir une argumentation propre au succès des prétentions de son client et l'obligation de l'expert de partie de produire une analyse technique, objective et rigoureuse. Doit-on suivre sans limite l'intérêt du client qui le paie? Doit-il suivre sans limite l'intérêt du client qui le paie, au risque de renoncer à son indépendance, son objectivité, sa rigueur scientifique? Pour être crédible, ne doit-il pas savoir maintenir une distance avec son client, demeurer, je dirais, hors de portée de fleuret, pour reprendre une expression de duettiste? Finalement, collaboration et opposition sont les deux faces d'une même médaille, celle qui permet aux parties de se faire assister de leur propre expert au cours d'un procès civil, administratif ou pénal. Elle reflète tous les deux le paradoxe dans lequel peut se trouver l'expert de partie, contribuer à la manifestation de la vérité d'une part, servir les intérêts de son client d'autre part. En réalité, l'autorité de la parole de l'expert, la valeur accordée à son expertise est tributaire non seulement de sa compétence technique et scientifique, mais aussi de la rigueur de sa méthodologie, de la clarté de sa rédaction, de son sens de la pédagogie, de son impartialité, en somme, de sa capacité à convaincre. C'est pourquoi je bornerai à conclure mon propos par les conseils d'un juge, d'un vieux juge, adressé aux experts avec lesquels il a pris tant de plaisir à travailler. Mesdames et messieurs les experts, votre travail, souvent accompli dans la discrétion, doit l'être en permanence, en conscience et dans la sérénité. Pour garder foi dans votre mission, il vous faut être constamment les serviteurs de la justice, de quelque endroit d'où vous parlez. Dans votre quotidien, gardez en main cette boussole que nous avons en commun et qui nous désigne les 4 points cardinaux qui guident notre action: l'indépendance, l'impartialité, la vérité et le respect de la dignité humaine. Soyez, mesdames et messieurs les experts, mesdames et messieurs les avocats aussi, mesdames, messieurs mes collègues, soyez toujours les porteurs et les garants de cette éthique qui fonde le respect et la confiance que les juges, les parties et les avocats nous accordons tous. Et pour conclure, comme Cyrano, soyez persuadés que la poursuite d'un idéal est plus importante que son achèvement et que la loyauté n'implique pas pour autant de se compromettre. Et à la fin, je touche. Alors, cet homme de culture n'est pas seulement un magistrat, c'est aussi un écrivain. Ça, ce n'était pas prévu au programme. Il vient de publier aux presses littéraires, c'est quand même pas mal, un livre qui s'appelle Les Fleurs de lin, qui est un policier atypique écrit par un juriste dans le monde du judiciaire. Je vous invite vraiment à l'acheter. Moi, je l'ai commencé parce que je connais Vincent Vigneault depuis longtemps en me disant « je peux faire ça à un ami ». Je suis arrivé au bout d'une seule traite, Les Fleurs de lin. Monsieur le
procureur général près la Cour de cassation, est empêché. Et M. Gaillardeau, qui a pris une habitude que nous apprécions beaucoup, va nous apporter la parole du parquet. Monsieur Gaillardeau, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'interviens devant vous. Je crois pour la 4e ou 5e fois, vous m'en excuserez. Vous comprendrez aussi qu'il est très difficile d'intervenir après le président Vigneault. Je ne vous ferai pas des propos en prose, en vers, mais simplement en prose, et probablement avec beaucoup moins d'humour. Mais bon, le sujet qui nous préoccupe ne se prête pas uniquement à l'humour, mais également à quelques réflexions qui viennent de vous être livrées. Et je crois que tout a déjà été dit. Donc vous comprendrez la difficulté devant laquelle je me trouve. Le thème choisi par votre colloque me paraît en effet concerner les valeurs essentielles qui font de la relation entre l'avocat et l'expert, fût-il expert de partie. Avocats experts sont des acteurs distincts du procès, soumis à leurs propres obligations, devant faire preuve d'indépendance pour les uns, d'une certaine indépendance pour les autres, quel que soit le moment de leur intervention dans le procès. En réalité, cette question me semble soulever des réflexions complexes, évolutives, tant sur la justice, sur le déroulement du procès, sur le règlement amiable des litiges, dont les intervenants de ce jour, je ne doute pas, nous feront partager les divers aspects. Alors, les intérêts de l'avocat et de l'expert de partie me semblent quelque peu diverger. L'avocat est par définition le défenseur des intérêts d'une partie, ainsi s'il prête serment d'exercer ses fonctions avec indépendance, il ne saurait évidemment lui être demandé de rester neutre et impartial. La question se pose de savoir quelles sont les obligations déontologiques de l'expert de partie. Et je pense que ça va être un des thèmes de vos réflexions. Il ne fait pas de doute que l'expert inscrit, fût-il désigné comme expert de partie, est tenu aux obligations auxquelles se doit de respecter tout expert, loyauté, indépendance, impartialité. Encore faut-il bien saisir quelles sont les obligations de l'expert de partie non inscrit. Je pense que c'est une des réflexions qu'il va vous falloir mener. Il me semble qu'en tout état de cause, l'expert de partie reste tenu par un minimum d'obligations déontologiques, d'indépendance, d'impartialité, de bonne foi, de loyauté. Et on le comprend aisément. Si l'expert de partie veut convaincre, veut s'assurer de la confiance du juge, de l'institution judiciaire, veut assurer la crédibilité de ses travaux, conserver sa réputation, il ne peut se départir d'un minimum d'exigences déontologiques. Quand un expert est désigné par un juge, il est indépendant vis-à-vis du juge. Il me semble qu'il en va de même de l'expert de partie qui doit être indépendant d'une certaine manière de la partie et des conseils qui le désignent. Quel que soit son mandat, il a pour mission d'apporter une expertise technique, scientifiquement rigoureuse, dénuée de jugement de valeur, de sentiments, de liens de subordination, de contraintes, et veiller à ne pas se trouver dans une position de conflit d'intérêts. L'impartialité objective est au cœur de la confiance que tout un chacun doit avoir dans la justice, comme dans l'ensemble de ses acteurs, y compris, me semble-t-il, l'expert désigné par une partie. L'expert est là pour voir ce que ni le juge ni les parties ne peuvent voir par eux-mêmes, pour comprendre ce que ni le juge ni les parties ne peuvent comprendre par eux-mêmes. Sa mission est de rechercher, de s'approcher d'une vérité, voire de la vérité, si tant est que celle-ci puisse être décelée. Non une vérité judiciaire, comme tente à le faire le juge, non la vérité d'un client, comme tente à le faire l'avocat, mais une vérité factuelle, matérielle, scientifique.
Et là, on voit bien ce qui oppose l'expert, fût-il expert de partie, de la conception anglo-saxonne de l'expert, où celui-ci défend strictement le point de vue de la partie qui le rémunère dans une procédure accusatoire où l'initiative de l'expertise revient aux seules parties au procès. Pour autant, cette dualité donc entre experts de partie et avocats, compte tenu de certaines différences dans les exigences déontologiques, peut être source de tensions, ça a été évoqué. Bien évidemment, on imagine les tensions qu'il peut y avoir entre l'expert d'une partie et l'avocat de la partie adverse, et on peut aisément comprendre que les conclusions de l'expert de partie iront généralement contre les intérêts de l'avocat de la partie adverse, qui se donnera pour mission de critiquer, de décrédibiliser, d'affaiblir les conclusions de l'expert. Et je pense que l'avocat de partie peut également connaître une certaine tension avec son mandant, lequel avocat pourrait ne pas être totalement satisfait ni de la manière dont sont conduits les travaux d'expertise, ni des conclusions qui n'iraient pas suffisamment dans le sens espéré. Même si, bien évidemment, on a rarement vu un avocat produire une expertise qui lui serait défavorable, il n'en reste pas moins que celui-ci peut chercher à nuancer, à modifier à l'avantage de son client les conclusions de l'expert de partie, là où celui-ci tentera de conserver sa neutralité et un minimum d'indépendance face à son mandant. Mais cet affrontement n'est pas en soi un problème, c'est au contraire, il participe au contraire directement du contradictoire, consubstantiel, indispensable à la recherche de la vérité dans le cadre d'un procès équitable. Alors que même les faits peuvent être présentés de manière diamétralement différente par les avocats, l'expert, fût-il expert de partie, cherche à lever toutes les imprécisions qui peuvent résulter des faits. Il doit s'agir alors d'un affrontement d'idées, de thèses et non de personnes. Parce que avocats et experts de partie ont certainement, et ça vient d'être souligné, un certain nombre d'objectifs communs. Ils œuvrent chacun au même rythme et dans la même direction. C'est même la raison d'être de leur collaboration. L'expert de partie doit apporter un éclairage technique sur les faits, non seulement au juge qui est susceptible d'être saisi, si tant est qu'il le soit un jour, mais aussi et avant tout à l'avocat mandant de son client. C'est en cela d'abord un assistant au sens noble du terme de la partie et de son avocat. Lorsque l'expert est désigné par une partie avant tout procès, celui-ci s'avère être un véritable aide à la décision. Le rapport d'expertise est l'un des principaux éléments sur lesquels l'avocat va se fonder pour décider s'il saisit ou non un juge. En cela, le duo expert-avocat est déterminant pour l'efficacité de la résolution des litiges, voire pour en limiter éventuellement les coûts supportés par les parties. De la même manière, pendant l'instruction, pendant la mise en état, les conclusions de l'expert peuvent changer ou nuancer la vision de l'avocat sur certains aspects du dossier, voire l'inciter à faire évoluer sa stratégie. En cela, le duo expert-avocat est riche d'enseignements et gage une meilleure défense. Enfin, devant le juge, les travaux de l'expert sont un véritable soutien dans la charge de la preuve, dans les conditions qui viennent de vous être rappelées, preuve qui incombe au demandeur et plus généralement à la partie qu'il sollicite. Enfin, l'expert de partie peut être un acteur du règlement amiable des différends aux côtés de l'avocat. Ce point sera sans doute approfondi par les intervenants de cet après-midi, mais l'un des défis majeurs auxquels avocats comme experts sont également confrontés est la recherche du règlement amiable et de la déjudiciarisation de certains litiges. Lorsqu'une partie fait appel à la compétence d'un expert, qu'il soit agréé ou non, de partie ou non, elle espère obtenir des réponses techniques afin de faire le choix le plus judicieux et le plus protecteur de ses intérêts. Recueillir l'avis d'un professionnel permet de justifier ou non une action en justice, permet d'opter ou non plutôt pour une résolution amiable du litige. L'expert qui intervient en amont du procès et qui a la possibilité ainsi
de pouvoir contribuer éventuellement à faciliter la discussion entre les parties au conflit. À ce titre, la Convention de procédure participative que la loi de 2016 est venue encadrer, en prévoyant expressément la possibilité pour les parties de recourir à un technicien dont le rapport à valeur d'expertise judiciaire est un outil qui pourrait être efficace et qui ne demande qu'à être utilisé, en ce qu'il permet d'associer d'un commun accord entre les parties l'expert à la détermination de sa mission, de ses conditions matérielles, comme sa rémunération ou ses délais. Lorsque toutes les parties se sont mis d'accord sur le principe et les modalités d'une telle expertise, une bonne partie du travail est déjà réalisée et les conditions de la possibilité d'un règlement amiable du conflit sont réunies. Au final, les avocats et les experts de partie représentent-ils un duo ou sont-ils en duel, comme le suggère le titre de ce colloque? Peut-être sont-ils les deux à la fois, acteurs côte à côte d'une même cause commune, celle de l'œuvre de justice. Il convient de dépasser cette binarité pour laisser place à l'unicité de l'objectif qu'avocats et experts poursuivent, est au service de la justice. Vous remarquerez d'ailleurs que tous deux appartiennent à la famille des auxiliaires de justice, auxiliaris signifiant, si je ne m'abuse, secours en latin. Les mots ont encore un sens. Quoi de plus naturel que d'élaborer des règles déontologiques communes? Vous avez su le faire en 2005 avec la signature d'un accord conjoint CNB et CNCEJ, recommandations sur les bons usages entre avocats experts qui ont d'ailleurs été mises à jour récemment. Les experts de partie pourraient s'inspirer profondément de telles résolutions. En définitive, c'est fondamental d'identifier les potentielles tensions pour les résoudre. On ne saurait oublier qu'ensemble, avocats et experts, fussent-ils experts de partie, même lorsque leurs thèses divergent, œuvrent pour la justice. Je vous remercie. Madame Marie-Aimée Perron, en votre qualité de vice-présidente du CNB, vous avez beaucoup œuvré, ça vient d'être rappelé, avec le président Gavaudan, afin de donner plus de vigueur et de réactualiser une charte entre nos deux institutions qui datait beaucoup, puisque c'est vrai, c'était du 15 septembre 2005. Monsieur Gaillardeau connaît bien ces dates. Vous avez aussi, madame, veillé au rééquilibrage numérique de la représentation de chacun des partenaires dans le groupe de préparation dont vous faites heureusement partie, et de toute cette énergie, au nom des experts, je vous passe la parole et je vous en remercie. Chers amis et chères familles judiciaires, permettez-moi juste un petit aparté avant de débuter mes propos introductifs. Je ne peux pas ne pas avoir une pensée émue à l'heure où, au moment même où nous disons un dernier adieu à l'un de nos grands avocats, Hervé Temim. Hervé Temim, à l'origine de tant de vocations, ses combats pour la vérité judiciaire nous inspireront longtemps encore. Hervé, je sais que tu es parmi nous. Monsieur le Président de la Compagnie du Conseil national des compagnies d'experts de justice, cher Bernard Pin, je salue également Annie Verrier, qui a tant contribué aux travaux de notre groupe de travail experts-avocats et à la préparation de ce colloque. Je sais que nous poursuivrons nos travaux toujours utilement et je salue votre présence et me réjouis que le Conseil national des barreaux et la CNCEJ poursuivent leurs travaux ensemble. Monsieur le Président de la Chambre commerciale, financière et économique, représentant Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, cher Vincent, vous nous faites l'immense honneur, vous nous avez fait l'immense honneur pendant des années de participer à notre groupe de travail CNB, CNCEJ et d'être notre expert, magistrat. Votre présence et vos propos
sur l'avocat et l'expert de partie nous honore. Merci pour votre fidélité, merci pour votre talent, merci à vous d'être présent. Monsieur le premier avocat général de la deuxième chambre civile, représentant monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Dominique Gaillardeau, nous avons toujours un immense plaisir également à vous retrouver. Votre présence et vos propos également nous honorent. À tous les deux, tout a été dit. Je vous remercie, messieurs. Je veillerai la prochaine fois à ce que nous introduisions avant. Je plaisante, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Mesdames et messieurs les hauts magistrats et autres personnalités, je sais que Fabrice Vert participe à une de nos tables rondes et, comme je peux l'imaginer, nous parlerons médiation. Mesdames et messieurs les membres du CNCJE, bravo. Nous sommes plus de 800 en ligne et en présentiel et c'est un véritable succès. Je salue également les membres du Conseil national des barreaux et tout particulièrement Philippe Péricot qui participera tout à l'heure à l'une des tables rondes, François Zequet, bien d'autres, je ne peux tous vous citer, ainsi que nos amis experts et experts comptables, puisque Gilles de Courcelles interviendra également. Mesdames et messieurs les experts de justice, chers confrères, chers amis, c'est pour moi, vous l'aurez compris, un immense honneur et bonheur en ma qualité de vice-présidente du Conseil national des barreaux, mais également membre du groupe de travail CNB-CNCEJ, de m'adresser à vous à l'occasion de cette 12e édition de ce colloque qui réunit chaque année, avec plus de succès encore, nos deux institutions. Monsieur le Président Gavaudan ne peut être présent aujourd'hui, vous l'aurez compris, et vous prie de l'excuser, et j'ai donc l'honneur de le représenter aujourd'hui. Ce groupe de travail, un petit mot parce qu'il est important, qui nous lie depuis plusieurs années maintenant, nous permet d'approfondir ensemble, chaque fois, un peu plus nos relations professionnelles, tant dans les tribunaux qu'en dehors. Et c'est le rôle et le duo que composent l'avocat et l'expert de justice, dont nous parlerons tout à l'heure, l'expert lorsqu'il est expert de partie. 18 ans après la constitution de ce groupe de travail, nous avons signé ensemble l'an dernier la nouvelle charte des bons usages entre experts de justice et avocats. Cette charte de bonne pratique est pour nous un guide. Elle nous permet ce groupe de travail nous permet de continuer à nous rencontrer régulièrement, à échanger et partager nos expériences, nos ressentis, ainsi qu'à résoudre ensemble les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos exercices professionnels respectifs. Nos comportements, avocats et experts, sont toujours guidés par nos déontologies propres qui tendent à des objectifs convergents. Et ce, toujours dans l'intérêt du justiciable, dans l'intérêt de la justice, pour éclairer non seulement avocat, expert de partie, l'expert, mais également le juge. Cela a été indiqué. Nos instances de dialogue, notre guide de bonne pratique, permettent à notre grande famille judiciaire de se développer et de converger ensemble vers une meilleure justice, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. C'est ainsi également que nous avons pu signer sous l'égide de la Cour de cassation, dans le cadre du Conseil consultatif conjoint de déontologie avocats-magistrats, cette charte qui est également essentielle à nos yeux, et je tenais à l'indiquer à nos représentants de la Cour de cassation. Ce type de partage permet une meilleure rencontre des uns des autres sous des conditions essentielles pour faciliter le travail de chacun et faire en sorte que nous travaillions en duo et non en duel, je le dis, pour revenir au thème qui nous occupe aujourd'hui. La justice appartient aux citoyens, tel était le titre du rapport remis au président de la République par le Comité des États généraux de la justice, dont le président du Conseil national des barreaux était membre. La justice n'appartient ni aux avocats, ni aux magistrats, ni aux experts, elle appartient à nos citoyens. Le face-à-face qui peut nous opposer physiquement ne doit pas être considéré en aucun cas comme un duel, puisque nous œuvrons tous dans l'intérêt des justiciables. Nous œuvrons bien comme un duo, un trio, devrais-je dire, au service de la justice. Je ne peux terminer mes propos introductifs sans remercier plus particulièrement aujourd'hui deux personnes.
La première, c'est une cheville ouvrière. Et quelle cheville ouvrière de notre groupe de travail? C'est Céline Prével, du Conseil national des barreaux. Permettez-moi d'avoir un petit mot pour elle. Et puis surtout, j'en profite, puisque j'ai le micro, pour vous dire un immense merci à Jean-François Jacob. Un immense merci à notre cofondateur de ce groupe de travail et Pierre Angulaire de notre partenariat expert, avocat, magistrat, CNB, CNCEJ. Un immense merci, Jean-François. Je ne vous voyais pas. Jean-François, pour votre implication. Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est une implication sans limite pour la justice. Et je sais combien, Jean-François, vous portez haut la particulièrement bonne entente expert-avocat, non seulement au sein de notre groupe de travail, mais aussi bien évidemment dans les prétoires et dans toute votre vie, et défendez les bonnes pratiques. Je tenais, au nom du Conseil national des barreaux, à vous dire un immense merci pour la tâche que vous avez toujours su accomplir avec nous. Excellents travaux. Alors, ce que vous venez de dire, chère Marie-Aimée, ça me touche d'autant plus que ce n'était pas du tout prévu. Merci. Monsieur Bertrand Lude, tu es le nouveau président du Conseil national des compagnies d'experts de justice, élu depuis 3 ou 4 semaines, mais tu portes déjà à notre manifestation une attention réconfortante. Tu m'as questionné, tu as questionné Annie, et ta présence ici témoigne de l'intérêt que tu portes également à nos travaux. Tout le monde ici présent, derrière les écrans, tout le monde t'en remercie et tu voudras bien clore ces enrichissantes allocutions de bienvenue. Merci pour tout votre temps. Monsieur Vincent Vigneault, président de la Chambre commerciale, financière, économique, représentant Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur Dominique Gaillardeau, premier avocat général de la deuxième Chambre civile, représentant Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame Anne-Marie Perron, vice-président du Conseil national des barreaux, représentant Monsieur le Président Jérôme Guévaudan, Mesdames, Messieurs les magistrats, les avocats et les experts, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous cet après-midi pour ces quelques propos introductifs et je m'inscris tout naturellement dans les pas de Madame Annie Verrier, la présidente qui s'est toujours investie pour que ce colloque soit réussi et qui a toujours su apporter une parole qui puisse permettre à Jean-François de réunir autant de monde. Il l'a dit en présentiel ou en distanciel, 800 personnes, c'est un tour de force. Et je souhaite remercier, mais vraiment très chaleureusement et très vivement, l'équipe aussi bien du Conseil national des barreaux que du Conseil national des compagnies d'experts de justice, qui est bien sûr animé par Jean-François Jacob, qui a préparé ce colloque avec le plus grand soin, la plus grande attention, mais également fermeté, et qui a pu élaborer ce programme qui est particulièrement intéressant. Et le grand nombre de personnes qui assistent témoignent vraiment de cet intérêt et, j'allais dire, de ce potentiel. Je voudrais également remercier très chaleureusement les intervenants qui permettent effectivement de traiter ce sujet ardu cet après-midi et cet éclairage sera ensuite disponible aussi électroniquement et de façon plus classique par un petit ouvrage. En effet, ce sujet a été particulièrement bien choisi par ce groupe de travail parce qu'il permet d'étudier les relations multiformes entre les experts et les avocats. Cette démarche nécessite une fois de plus, et nous le verrons, une définition précise de l'expert, ce sachant technique qui, dans une analyse pragmatique et matérielle des faits, va pouvoir éclairer la partie qui le demande ou le magistrat. Et je note que dans le titre de ce colloque n'est pas fait référence de façon tout à fait nette à l'expert de justice, mais celui-ci se voit tout naturellement, et on l'a déjà vu dans les propos introductifs, naturellement impliqué dans cette thématique. En effet, se pose la question des experts qui peuvent être dans certains litiges experts de partie et dans d'autres experts de justice, tout en veillant à leur indépendance par rapport aux parties.
Certes, l'expert est un technicien qui va éclairer l'avocat et la partie qui le sollicite tout au long de la procédure sur l'aspect technique, qui va contribuer aussi à la constitution du dossier, va assister, le cas échéant, aux expertises judiciaires et va donner ses conseils et ses réponses par rapport aux questions que se posent les parties. Donc, il s'agit là d'un rôle essentiel qui donnera lieu, certes, à la rédaction de son rapport. Auparavant, n'oublions pas qu'il pourra contribuer également à préciser le périmètre de la mission et se prononcer au plan technique sur l'utilité de cette dernière et surtout sur son caractère réalisable. Et ainsi, il va faire gagner du temps à la procédure, temps qui est toujours essentiel et tout le monde est très vigilant sur cet aspect. Son rapport sera donc clair, précis, pourra être produit par l'avocat lors du procès, pourra l'être également lors de l'expertise judiciaire. Pour moi, il s'agit donc plutôt d'un duo entre l'avocat et l'expert qui va analyser systématiquement le dossier concernant le litige, l'évaluer avec la psychologie requise et rendre des conclusions quant aux causes d'un dommage. Il permet également l'appropriation par les parties des éléments de preuve nécessaires pour faire avancer le dossier. Le travail doit être collaboratif entre l'avocat et l'expert de partie, voire le client, car ils doivent aller dans le même sens et assurer une répartition cohérente des rôles entre eux. Dans cette perspective, l'avocat forme un duo avec l'expert. Le rôle de l'expertise, bien sûr, est la recherche d'une vérité technique et cette recherche implique un travail d'équipe entre l'avocat et l'expert de partie. Il convient d'insister sur les respects des règles de déontologie qui ont été rappelées et qui vont l'être encore durant ce colloque. Et parmi ces dernières, l'honneur, la probité et l'indépendance. En effet, l'expert de partie peut également avoir la qualité d'expert de justice, bien entendu, pas dans la même affaire, et devra assurer sa mission dans le respect des règles de déontologie qui s'appliquent à lui et pourra répondre de ses actes s'il ne devait pas les respecter. Il est important que l'expert puisse exposer clairement sa méthodologie en termes techniques et faire preuve d'aptitude pédagogique et utiliser un langage imagé qui puisse permettre une compréhension aisée de son analyse technique du litige. Le rapport doit être établi avec clarté et fournir ses précisions techniques appropriées car il pourra être produit, on l'a vu, dans la procédure. Les éléments qui le constituent doivent être le plus factuels possible pour éclairer le lecteur qui prend part à la procédure et il présente ainsi un intérêt en termes de preuves. Cette démarche souligne l'importance de la compétence de l'expert qui doit veiller dans tous les cas à son indépendance par rapport aux parties quant à son analyse des faits. Ainsi, l'expert de partie est tenu par la technicité de son dossier, même si la conclusion s'avère défavorable au client. L'avocat, in fine, défend son client sans que l'expert ne sache ce qu'il devient de son rapport. Le duo, alors, peut être mis à mal en raison d'une difficile compatibilité entre l'approche technique et l'interprétation juridique. La compétence de l'expert est essentielle, je l'ai dit, car il doit y avoir la capacité de faire travailler ensemble d'autres experts dans un domaine qui n'est pas forcément de son domaine. Une fois produit dans la procédure, le rapport du technicien a-t-il la valeur d'un rapport d'expertise pour le magistrat? En effet, la question du respect des principes de la contradiction reste posée, car cet aspect est fondamental lors du procès. Ces principes ne seraient pas toujours assurés dans l'expertise de partie et il conviendrait de prendre en compte les différentes pièces ou données qui pourraient lui être fournies. La contradiction scientifique et technique est en effet une voie efficace de recherche de la vérité, surtout lorsque les opinions opposées peuvent se manifester et permet de disposer des éléments de preuve qui sont fournis par les parties. Il semble important de souligner les vertus de l'oralité des débats qui permettent de faire surgir les vérités, et l'art oratoire est central dans l'expertise judiciaire, dans les dossiers techniques, notamment lors des dépositions en cour d'assises par les experts. Les vérités peuvent émerger des échanges respectant les principes du contradictoire. La médiation. La médiation, quant à elle, est de nature à atténuer le duel qui pourrait surgir lorsque chacun veut démontrer des choses, même très ténues techniquement et intellectuellement, et à favoriser une solution au litige. Là encore, l'avocat peut mobiliser la compétence de l'expert de partie pour contribuer à la médiation. Mesdames et messieurs, l'expertise doit éclairer les parties et l'expert doit s'astreindre, qu'il soit de partie ou judiciaire, à contribuer par sa compétence à cette fin.
Je vous remercie et je vous souhaite un excellent colloque. Bien, monsieur Vigneault, monsieur Gaillardeau, je sais que vous avez des programmes chargés. Je ne sais pas si vous pouvez rester, je ne pense pas. Bien, on va vous remercier et vous libérer. Notre colloque, vous le savez, c'est une manifestation destinée aux avocats et aux experts de justice. Or, un expert de justice n'est pas qualifié chez nous, au CNCJ, pour des questions de clarté, mais surtout d'assurance, comme expert de partie, mais comme consultant technique. Ne l'oubliez jamais quand vous intervenez comme expert de partie. Nous avons cependant voulu conserver cette qualification d'expert de partie, car l'avocat est le conseil de la partie, et nous interrogeons sur duel ou duo. Il nous a semblé, tant explicitement qu'implicitement, qu'il était cohérent pour le temps de ce colloque de rattacher la partie, l'avocat et l'expert sous la même bannière de duel vient du latin médiéval duellum, qui veut dire combat d'homme à homme, et qui est lui-même dérivé d'une forme plus archaïque du latin bellum, qui veut dire la guerre, et plus particulièrement la guerre divinisée, la guerre sacrée. Et cette notion de guerre sacrée va évoluer au cours des siècles, et l'on verra émerger dans le procès la soumission du suspect à une épreuve douloureuse, parfois mortelle, dommage pour lui, dont l'issue déterminée par Dieu, comment on ne sait pas, c'est pas grave, permettait de conclure à la culpabilité ou à l'innocence du dit suspect. On n'en est plus là, heureusement pour le suspect, bien sûr, mais aussi pour l'avocat et l'expert de partie. Duo vient du latin duo, qui veut dire deux, tout le monde le sait. À strictement parler, c'est une composition musicale à deux voix, deux parties vocales et deux instruments. Aujourd'hui, les deux instruments, ce sont les compétences et les voix de l'avocat et de l'expert de partie. Sont-elles toujours? Sont-elles souvent? Ne sont-elles pas souvent en accord? Nous allons explorer ce questionnement des relations entre l'avocat et l'expert de partie. Duel ou duo, la relation entre l'avocat et l'expert de partie se manifeste en présence d'un troisième protagoniste, leur client, qui est le justiciable, lequel a placé ses espérances dans les savoirs de l'avocat et de l'expert de partie. Mais ces savoirs n'auront à s'exprimer que si un quatrième protagoniste l'a ordonné, c'est le juge. L'ordonnance du juge nomme l'expert de justice, c'est le cinquième protagoniste. Elle place également la cause, cette ordonnance, un nombre variable de parties, 4-5 en médical, 60 ou 80 parfois en construction, qui, pour la plupart, voire toutes maintenant devraient l'être, sont assistés et conseillés. Ce sont les énièmes protagonistes. Alors, pourquoi je parle de tous ces protagonistes? C'est parce que l'avocat et l'expert de partie jouent alors, sauf en phase préalable à la nomination de l'expert de partie, de l'expert de justice, leur partition devant un parterre attentif d'adversaires, revendicatifs et déstabilisateurs pendant toute la durée de l'expertise. Chacun défend sa position avec opiniâtreté. Et il faudrait que cet avocat et cet expert de partie forment constamment un duo solide, inébranlable, inaltérable. Est-ce humainement possible? Le droit et la technique peuvent-ils constamment s'épauler dans la défense d'une même cause? La technique doit-elle s'effacer derrière le droit? Ou l'inverse? Quand? Comment? Duel ou duo? Nos réflexions peuvent-elles faire l'économie du type de juridiction? Justice civile, justice pénale, justice administrative, sans parler de la justice commerciale, de la justice prud'homale, de la justice sociale et d'autres justices. Il n'y en a pas que deux. L'avocat spécialisé, et civiliste, pénaliste, publiciste, commercial, social, et il défend son client avec les moyens de la loi tendus vers le seul objectif de lui offrir la victoire. Pour sa part, l'expert de partie, quel qu'il soit, est tenu par la démonstration de la vérité technique, et plus particulièrement pour les experts de justice intervenant comme experts de partie, par le respect des règles de déontologie, de nos règles de déontologie, ce qui, parfois, entre en contradiction forte avec la stratégie de l'avocat. Qui plus est, il appartient à l'avocat et à l'expert de partie de concilier. Je viens de dire que ce n'était pas toujours facile, leur pratique et leur conception de leur rôle en accord avec la ligne directrice finalement arrêtée par leur client. Client qui peut être
une société, une collectivité, une administration, une association, une compagnie d'assurance, un particulier et tant d'autres. Se dessine alors un panorama propre à chaque expertise, avec son lot ordinaire de stratégies, d'hésitations, d'arbitrage, de conciliation, de prudence et d'ambition, dont la survenue et la résolution retentissent sur la coopération entre l'avocat et l'expert. Comment surmonter les obstacles? Comment inscrire la technique dans chaque droit particulier? Et inversement, duel ou duo? Le client, pour reprendre ce terme, fait appel aux compétences de l'avocat et de l'expert de partie pour ne pas perdre à défaut de pouvoir gagner. Se pose alors la question des moyens dont certains ne disposent pas, alors que d'autres n'en sont pas démunis. Par exemple, les compagnies d'assurance ou qui se sont assurés, c'est normal pour des assureurs, le concours pratiquement exclusif de bureaux d'expertise où les experts, 50, 100, parfois plus, 850 chez Saretec, dont un représentant va parler tout à l'heure, sont des professionnels à plein temps qui suivent régulièrement des stages d'acquisition ou de renforcement de connaissances nécessaires à la plus efficace contribution à la défense de leurs clients. Aidés en cela par des assistants chargés de dénicher dans ces bureaux l'article qui ne sert qu'une fois dans une vie d'expert. Une fois, ça arrive. On comprend alors les difficultés pour les experts de justice, appelés comme experts de partie, car leur activité professionnelle ne leur laisse pas toujours le temps nécessaire à toute cette formation permanente spécifique, à la recherche et au langage même, qui est l'étrange paradoxe de l'expertise de justice. Ne faut-il pas craindre des différences trop importantes de compétences dans la connaissance, la maîtrise et l'exploitation de textes techniques et scientifiques parfois très peu usités, que parfois on ne rencontre jamais au cours d'une carrière d'expert de justice. Mais cette confrontation des savoirs entre experts différents sous le regard sourcilleux de l'expert de partie est-elle toujours une garantie pour le client? Duel ou duo? Il faut aussi se poser la question de savoir pour quelles raisons un client fait appel à un expert de justice comme expert de partie. Les motivations peuvent être purement techniques, mais on ne peut pas écarter cette sourde espérance chez le dit client d'une supériorité, qu'elle soit technique, relationnelle, subliminale ou autre, de l'expert de justice intronisé comme expert de partie sur l'expert de justice nommé par la juridiction en raison d'une réputation connue et reconnue. Il est également assez fréquent qu'un avocat bénéficiaire de la confiance d'une partie ait remarqué à l'occasion d'une toute autre expertise les qualités d'un expert de justice et le propose à son client. Il est alors humain que l'avocat puisse se considérer quelque peu en situation de supériorité hiérarchique de l'expert de partie, puisque c'est lui qui l'a imposé. Une telle situation est-elle profitable au client? Les compétences, la préférence et la lucidité sont-elles toujours complémentaires? Duel ou duo? L'avocat est le défenseur de la vérité judiciaire et les innombrables articles de loi et de jurisprudence lui offrent un champ extrêmement vaste de recherche de l'argument juridique qui pourra faire mouche. L'expert de partie, quant à lui, est chargé d'exposer et de faire accepter une vérité technique espérée convaincante. Or, tous les experts, ou presque, puissent aux mêmes sources l'argumentaire technique nécessaire à leur démonstration, les différences résidant dans la manière de les exploiter, voire de les interpréter. La tentation peut alors être forte pour l'avocat de demander à l'expert de partie de ne retenir dans un texte que ce qui est favorable, plus au prix d'une interprétation partisane de leur signification. Toutefois, pour reprendre une expression imagée, tordre la vérité technique, c'est s'exposer à une controverse dont il est certain que l'expert de partie n'en sortira pas indemne pour le futur. Comment exposer la vérité technique afin qu'elle s'inscrive dans une alléguée vérité judiciaire? Il y a une vérité technico-juridique possible, n'y a-t-il pas des vérités techniques difficiles à saisir et à exprimer, voire impossibles à démontrer dans certains cas particuliers? Duel ou duo? En réunion d'expertise, la raison voudrait que l'avocat parle et expose pendant que l'expert de partie écoute et observe.
Comme l'a écrit le grand avocat Maurice Garçon dans son essai sur l'éloquence judiciaire, écrire, lire, réciter sont les 3 conditions essentielles à la formation technique de l'avocat. L'attitude en réunion de l'expert de partie devrait être celle de Rosine, à qui Beaumarchais fait dire dans son Barbier de Séville « Savez-vous que c'est formel d'écouter? C'est pourtant tout ce qu'il y a de mieux pour entendre. » Et la vérité oblige à dire que parfois, entre l'avocat et l'expert de partie, c'est un peu un concours, une confrontation qui transparaît dans les prises de parole de l'un et de l'autre, alors qu'ils devraient tous les deux constamment conjuguer leurs compétences dans la recherche de la vérité. Quelle vérité? C'est un autre débat, en dépit des difficultés, des contradictions et du temps qui passe, car ainsi que l'a écrit Albert Schweitzer, la vérité n'a pas d'heure, elle est de tous les temps, précisément lorsqu'elle nous apparaît inopportune. Cette vérité, qu'on peut rapprocher de la raison, qu'André Comte-Sponville, bien connu chez les experts, qualifie d'universelle et dont Blaise Pascal a écrit dans ses pensées, la dernière démarche de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Alors, s'ils en sont tous les deux conscients, peut-être le duo s'imposera face au duel. Peut-être. En tout état de cause, et je parle ici au nom des experts, pardon à nos amis avocats, l'expert de partie n'oubliera jamais, s'il n'est pas assuré chez notre courtier Sophie Assure, de souscrire un contrat particulier car sa position d'expert de partie est extrêmement fragile. Il peut être condamné par un tribunal, pas par son client, pour absence de signature sur un de ses écrits, pour absence de force probante dans sa démonstration, pour non-concordance entre le montant de ses diligences et le montant réclamé de ses honoraires. D'autres choses aussi. Et il est parfois, cet expert de partie, une variable d'ajustement commode dans les relations entre l'avocat et le client. Donc, attention à la rédaction du contrat ou de la lettre de mission. Duel ou duo peuvent également se nicher à ce stade. Un procès se gagne ou se perd en droit. Se gagne ou se perd avec la parole et l'écriture du droit. Le rapport de l'expert de partie n'est qu'un élément à la disposition du client et de son avocat. Il faut en être conscient et l'accepter. Comme il faudrait accepter de manière plus large que l'expertise, avec ses multiples rebondissements et ses trop fréquentes ordonnances communes dans certaines disciplines où c'est devenu une sorte de rituel, cette expertise donc risque de se prolonger fort avant dans le temps. Question du contrat. Comme il faudrait accepter que le procès, si on est toujours là, avec ses actes de procédure, risque de durer encore beaucoup plus longtemps. Comment alors ne pas évoquer, ça vient d'être dit plusieurs fois, dans notre colloque, la place des modes alternatifs de règlement des différends qui peuvent être mis en œuvre avec les mêmes protagonistes, mais dans un esprit différent, dans un temps différent, dans un climat différent, qui ne seront pas sans conséquences sur la réponse à notre thème, avocat, expert de partie, duel ou duo. Alors les 3 tables rondes, j'en termine, vont d'évidence traiter des quelques sujets que je viens d'évoquer, mais également de nombreux autres, par exemple les sans ordre préférentiel, l'objectivité, la préférence, la critique, la structuration et l'organisation stratégique de l'expertise de partie, l'influence des gros cabinets d'experts. L'expert d'assurance et l'expert d'assuré, c'est pas du tout la même chose, pas souvent la même chose. Les nouvelles technologies et les nouveaux risques, ceux qui sont venus au congrès de Montpellier ont appris que beaucoup nous guettent à ce titre, et encore, ChatGPT n'était pas paru, ça va être pire. Le rapport à la vérité, la place du rapport de l'expert de partie par rapport à celui de l'expert de justice nommé. Je m'arrête là, l'énumération n'est pas close, vous le constaterez tout à l'heure. Ensuite, il vous reviendra, ainsi qu'à ceux qui sont en distanciel, puisque nous recevons les messages, si vous le souhaitez dans le délai fixé, de poser toute question qui vous semblerait opportune à l'enrichissement de ce colloque, afin qu'il soit répondu à un ou des aspects du thème dont vous estimeriez qu'il en a été fait l'économie. Et enfin, il appartiendra à l'auteur de la synthèse, le voilà, d'apporter la démonstration de la pertinence du thème et de la parfaite légitimité de son accession à notre bibliothèque commune des bonnes pratiques des avocats et des experts. Je vous remercie.